Connaissance, recherche, sciences, décisions mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. J'avais un professeur de philosophie il y a très longtemps qui commençait sa classe en disant « J'étais justement en train de vous dire », et là je vais faire un peu pareil parce que je voulais brièvement revenir sur la fin de la séance précédente où j'étais en train de vous expliquer que les projections de population faites par les Nations Unies notamment étaient dans l'ensemble assez fiables. Donc je voulais vous en donner 2-3 exemples, 2-3 preuves avant de passer à la leçon d'aujourd'hui. Bon, il faut d'abord savoir que, paradoxalement, les Nations Unies font presque mieux au plan mondial ou continental que les nations, comme la France, qui a un très bon système statistique, de très bons statisticiens et de très bonnes données, mais qui, dans ses projections, l'expérience le montre, quand on regarde rétrospectivement les 30 dernières années, peut se tromper de plusieurs pourcents, largement, parce que, eh bien, par exemple, on a sous-estimé l'allongement de la durée de vie. On avait du mal à imaginer dans les années 70-80 qu'on puisse aller au-delà de 75-80 ans. Il a donc fallu constamment réviser à la hausse l'espérance de vie et du coup également les projections de population. Et puis ensuite, on a sous-estimé la baisse de la fécondité, on avait du mal à l'anticiper, et du coup, on s'est trompé un peu dans l'autre sens. Donc c'est toujours plus difficile de le faire au plan national, même quand les données sont très bonnes, parce que là, la moindre erreur se voit, alors qu'au plan continental ou mondial, on peut espérer qu'elle se compense dans une certaine mesure. Alors, pour revenir aux projections des Nations Unies, voilà un graphique qui résume un petit peu tout ce qui a été fait. Alors attention, l'échelle est un peu spéciale, c'est l'année de base de la projection, c'est-à-dire l'année où la projection a été faite, qui est ici en abscisse. Donc on démarre en 1950, c'est la première projection, et on s'arrête à 2006. Et ensuite, chaque courbe représente la valeur qui a été projetée pour une année donnée. Alors au début, on avait vu que les projections s'arrêtaient à 1980, donc il n'y a pas encore de valeur pour les dates ultérieures. Et puis évidemment, à partir de 1980, c'est la valeur observée. J'aurais pu même enlever cette partie de la courbe, puisque c'est plus une projection. Donc ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il y a eu un saut. Là. Il y a eu une récupération brusquement entre 1954 et 1956. Rappelez-vous, je vous l'avais dit, je crois, il y a une révision notamment à la hausse de la population de la Chine, qui d'un seul coup a remis plus de 100 millions dans la balance et qui a pesé sur les projections ultérieures. À part ce saut, vous voyez qu'après, évidemment, on approchait de la date fatidique, donc c'était assez facile, les projections étaient bonnes. Alors, si on prend maintenant les projections faites à la date 2000, pendant longtemps, c'était l'horizon qui a été retenu avant qu'on passe à 2025 ou 2050. Vous voyez que là, on a eu une projection quand même assez bonne, donc nous sommes ici, et maintenant la population est stabilisée à ce niveau-là, et c'est pratiquement celle qu'on avait donnée en 1956. Après, il y a eu quelques aléas, des révisions à la baisse, à la hausse, mais finalement, dans l'ensemble, la prévision a quand même été, dès le début, donc 50 ans avant, assez correcte. Et encore une fois, c'était méritoire parce qu'en 1956, on était encore dans une période de forte croissance démographique, on ne savait pas encore très bien comment la transition allait se faire. Ici, c'est des projections à 2025, ici à 2050. Là, vous voyez, on voit de façon très nette que pour des projections à plus long terme, alors évidemment, 2050 n'est pas encore là, donc on ne sait pas ce qui se passera, mais on a eu tendance à réviser à la baisse, quand même, globalement, pendant cette période, la projection à 2050, assez fortement. On projetait 11 milliards ici et maintenant 9, donc c'est pas rien comme diminution, avec là aussi des hauts et des bas selon que par moment on était plus optimiste ou moins optimiste, donc on avait des données nouvelles qui arrivaient. Et puis pour 2100, le mouvement est un peu le même puisque c'est la conséquence de celui observé, construit pour 2050. Donc vous voyez que globalement, à la fois, pour ce qu'on peut déjà vérifier, ça a été de bonnes projections, au moins sur une cinquantaine d'années, et pour ce qu'on projette plus loin, c'est plutôt actuellement des révisions à la baisse qu'à la hausse. L'autre façon de voir la chose, c'est de regarder quel a été l'excédent de la population projetée en l'année pour 2000, donc cette fois-ci on fixe l'année 2000 uniquement,
selon l'année de la projection, donc à nouveau l'année de la projection ici, et à chaque fois c'est le rapport donc, entre la population qu'on connaît, observée, et la population projetée, plutôt c'est l'inverse, pardon, la population projetée sur la population observée, et on voit que dans l'ensemble, effectivement, on a surestimé, alors de combien, bien là on le voit, au maximum à un moment donné on a surestimé de 7%, donc ça c'était pas rien, mais on est rapidement revenu dans des zones autour plutôt de 3-4%. Alors évidemment, à la fin, là aussi, il n'y a pas de mérite, puisque c'est la projection d'hier au soir, presque, donc c'est assez facile. Mais si on prend celles qui ont été faites, même dans les années 70 par là, finalement, elles ont été assez bonnes. Encore une fois, 2-3% d'erreur, c'est pas beaucoup, parce que c'est pratiquement l'incertitude sur la population initiale, même ordre de grandeur. Encore une autre façon de voir les choses, c'est de regarder également les couloirs de projection, c'est-à-dire l'écart entre l'hypothèse minimum, enfin l'hypothèse donnée comme basse, et puis l'hypothèse donnée comme forte, et puis la réalité. Donc là, vous avez l'évolution réelle pour les populations aux diverses dates, depuis 1950, et puis là, vous aviez ce qui a été projeté en 1950. Donc là, vous voyez, on était carrément hors de l'épure, on partait dans une direction qui était tout à fait inférieure à l'évolution correcte de la population, et c'était parce qu'en 1950, les données n'étaient pas bonnes. Donc on est parti sur une mauvaise base. En 1953, vous voyez que là, c'est les pointillés rouges, et bien c'est-à-dire on est encore un peu, on sous-estime un petit peu au départ, et puis après, dans les projections faites en 1953 pour les années 80, 90, 2000, étaient finalement déjà très bonnes, puisqu'elles encadraient bien l'évolution réelle. En 1957, paradoxalement, on était revenu un petit peu hors de la trajectoire. Donc voilà, il y a des fluctuations, il y en a eu dans le passé surtout, mais finalement, globalement, on est en général assez bien au centre du couloir représenté par les estimations basses et hautes. Et puis finalement, si on compare les projections faites par diverses institutions entre elles, donc les Nations Unies, je vous ai parlé de la Banque mondiale qui a fait des projections, et puis l'IASA à Vienne qui en a fait aussi. Ce sont des projections ici à long terme, donc pour les années 2000 à 2150 pour les plus longues. Ceux qui donnent la valeur la plus faible, c'était les Nations Unies. Mais si vous prenez en 2050 par exemple, et bien voilà l'écart, c'est entre donc 9 milliards pour les Nations Unies et 10 au maximum pour l'IASA, pour les valeurs centrales, là encore. 1 milliard, c'est pas rien, mais à l'échelle des projections, à la fois dans le temps et vu les incertitudes sur les diverses populations, c'est quand même pas considérable. Voilà, bon, je vais simplement insister sur un point, c'est que évidemment, si on prend en compte toutes les hypothèses et si on va assez loin, alors évidemment, on peut avoir des incertitudes de projection considérables. Donc là, je reprends les Nations Unies, la projection ici 2000 centrale, donc on est à 9 milliards en 2050, et puis on s'acheminerait lentement vers 10 milliards. Mais ça, c'est l'hypothèse donc centrale. Ils ont une hypothèse basse et haute qui correspond à simplement plus 0,5 enfants ou moins 0,5 enfants par femme par rapport à la projection qui est faite. Pas un écart énorme. Et vous voyez que ça génère des écarts assez importants, puisque en 2100, par exemple, par ici, on serait dans un cas à 5 milliards et dans l'autre à 15 milliards. Donc ça diverge extrêmement vite, et moins de petits écarts, et c'est pour ça que les projections à très long terme, je vais y revenir tout à l'heure, sont d'un faible intérêt. Voilà, alors je vais sortir de ça pour reprendre ce que je dois vous faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt d'aspects d'inertie et de dynamique des populations. Alors pourquoi j'évoque ça ? Bien parce que on se pose souvent la question de savoir si on ne pourrait pas éviter les 9 milliards et essayer de freiner beaucoup plus vite et d'en rester à 7 milliards par exemple, sans attendre, dès maintenant, le plus vite possible et sans aller jusqu'aux 9 milliards en 2050. Est-ce possible ? Bien, on va voir que c'est le genre de projection quasiment irréalisable, compte tenu donc de la dynamique propre des populations et de l'inertie qui est accumulée dans la structure parase, notamment, d'une population. Et puis on verra aussi que dans cette dynamique est inscrit un processus très important, le vieillissement des populations, et là aussi absolument irréversible,
et auquel il faudra se faire. Alors, les relations générales entre les divers facteurs du mouvement de la population, c'est-à-dire la mortalité, la fécondité et éventuellement l'immigration, d'une part, et puis de l'autre, le volume de la population, son taux de croissance, sa structure par âge, ont été notamment décrites, je l'avais dit, dans la toute première leçon inaugurale, par Alfred Lotka. En particulier, très souvent cité pour une propriété importante, c'est le fait qu'une population qui est soumise à un moment donné à une fécondité et une mortalité invariable, tend vers une structure stable, c'est-à-dire un taux de croissance constant et une structure par âge qui ne bouge plus. Et ceci, quelle que soit la structure initiale. Elle peut être aussi perturbée que l'on veut. De toute façon, si vous fixez à partir d'un certain moment la mortalité et la fécondité, vous tendez donc vers cette étape stable. Alors la convergence peut être longue. Si la pyramide initiale est très perturbée, il faudra un certain temps pour régulariser. On raisonne en dizaines d'années, voire 100 ans. Mais on sait vers quoi on va. Attention aussi au vocabulaire. Stable ne veut pas dire que la population est constante. Ça veut dire que le taux d'accroissement est constant. Il peut être positif, il peut être négatif, il peut être nul. Voilà donc une des définitions de la population stable. Alors comment est-ce qu'on l'étudie? Le résultat finalement important, c'est le taux d'accroissement. C'est-à-dire, si je fixe la mortalité, mettons, aux valeurs d'aujourd'hui, et la fécondité aussi à la valeur d'aujourd'hui, quel est le taux qui en résultera pour l'accroissement de la population? Ce n'est pas forcément celui que j'observe actuellement, mais quel est celui que j'obtiendrai à terme? C'est ce que Lotka a appelé le taux intrinsèque d'accroissement, et on le calcule à partir d'une équation assez simple qui consiste à dire que les naissances de l'année T résultent, alors on peut le prendre en notation continue ou en notation discontinue avec un sigma classique, ça ne fait pas de grande différence. C'est donc le nombre des naissances qui ont eu lieu aux années antérieures, par exemple l'année T-X, naissance féminine en l'espèce, multiplié par la probabilité que la personne née à cette date-là ait survécu jusqu'à l'âge X, et que multiplie la fécondité à l'âge X de cette personne. Donc vous prenez l'effectif qui résulte des naissances antérieures, ça fait une équation récurrente, les naissances antérieures à une certaine date, vous multipliez par la probabilité de survivre jusqu'à la date de la projection, et à ce moment-là, vous appliquez le taux de fécondité, et ça vous donne le nombre total de naissances que vous aurez l'année T, en fonction de celles que vous avez observées pendant les années antérieures. Alors, si on veut résoudre le problème directement, on va aller vers le résultat en disant, eh bien, nous allons admettre que le taux d'accroissement qui en résulte est constant. À ce moment-là, on peut montrer, c'est très simple, que la population, son effectif total croît exponentiellement en fonction du temps. Donc c'est une fonction de E puissance R sur le taux d'accroissement T. C'est assez naturel. Et on peut démontrer que du coup, les naissances elles-mêmes sont proportionnelles également à ce taux d'accroissement. C'est une exponentielle aussi, en E puissance RT. Les naissances, ce n'est rien d'autre que l'effectif de la première classe d'âge. Donc quand on remet ça ensemble, on s'aperçoit que l'équation que nous cherchons à résoudre doit vérifier finalement l'intégrale E puissance de moins Rx, voilà le taux d'accroissement, que multiplie la probabilité de survivre pour les femmes jusqu'à l'âge X si on travaille côté taux de fécondité féminin, donc que multiplie le taux de fécondité, donc sommé sur tous les âges reproductifs, et ceci devant être égal à 1. Donc là aussi, je ne vais pas vous développer les équations. Il n'y a pas d'ailleurs de solution très très simple, notamment parce que la fonction de survie a une forme un peu spéciale, enfin, qui ne se résout pas par une droite ou une équation de second degré très simple, donc on ne peut pas faire d'hypothèse simplificatrice. Donc on cherche une solution rapprochée, et une solution rapprochée, c'est le logarithme népérien du taux de reproduction est divisé par l'âge moyen à la maternité. Et le taux de reproduction lui-même, je ne sais plus si j'en ai parlé, je ne crois pas, c'est la somme là aussi des taux de fécondité multipliés par les probabilités de survie. Ça, c'est le taux net de reproduction. Si on fait la somme des taux de fécondité, on avait vu ce qu'est l'indice synthétique de fécondité, ça j'en avais parlé. Si on pondère par la probabilité de survivre, on a le taux net, c'est-à-dire ce qui va être vraiment efficace. Il ne suffit pas qu'il naisse une fille, il faut que cette fille survive jusqu'à l'âge elle-même d'avoir des enfants à son tour.
Et c'est ça qui définit donc le taux de reproduction net par combinaison des taux de fécondité et des taux de survie. Ça introduit tout naturellement une notion dont on entend souvent parler, qui est le seuil de remplacement des générations. Finalement, le taux de reproduction, ça vous dit combien de filles vont donc remplacer une femme à la naissance, une femme à l'âge adulte, donc à quel rythme les générations se renouvellent. Donc si on veut qu'il y ait un remplacement 1 pour 1, on veut que le taux de reproduction net soit égal à 1, eh bien il faut donc que la somme, ici je suis repassé à la formule discontinue, des taux de survie multipliés par les taux de fécondité soit égal à 1. Et on peut montrer qu'une solution rapidement approchée, c'est de prendre le taux de survie à l'âge moyen de la maternité. Donc, au lieu de faire la somme ici de 15 à 50 ans, vous prenez pour tout le monde la survie à 30 ans, qui est à peu près l'âge moyen de la maternité. Et ensuite, il vous suffit de faire la somme des taux de fécondité. Ça, on avait vu que c'était l'indice de fécondité, ce qu'on appelle souvent l'indice synthétique de fécondité, l'ISF. Si on veut, pour faire le lien avec l'ISF, il faut prendre dans l'ISF la part des naissances féminines. Et la part des naissances féminines, c'est donc le total de la fécondité divisé par 2,5. Il naît 105 garçons pour 100 filles. En général, en tout cas c'est le cas dans la population française. Donc voilà la condition à remplir pour que les générations se renouvellent. Alors tout dépend évidemment de ces deux paramètres. Aujourd'hui, celui-ci ne pèse non plus, puisque la probabilité de survivre jusqu'à 30 ans dans les populations comme la France, c'est 99%. Donc le coefficient, c'est 0,99. Donc l'indice de fécondité qui assure le renouvellement des générations, dans ce contexte-là, c'est simplement 2,07, c'est 2,05 divisé par 0,99. Voilà, on dit souvent 2,1, c'est arrondi. En fait, on est un petit peu en dessous de 2,1 pour le cas de la France. Mais bien sûr, si seulement 50% des gens survivent à 30 ans, il faudra à peu près 4 enfants. Alors, un cas particulier aussi de la population stable, qui a des propriétés très particulières et intéressantes, c'est celui de la population stationnaire. Alors là où vraiment le taux d'accroissement est nul, donc la population ne varie plus. Dans ces cas-là, eh bien forcément le taux de natalité est égal au taux de mortalité, c'est ce qui équilibre la population. Et on peut montrer que tous deux sont égaux à l'inverse de l'espérance de vie. Donc on a une liaison très simple, très directe entre la mortalité par l'espérance de vie et les naissances avec le taux de natalité. Et on peut aussi montrer que la distribution de la population par âge, qui est donnée par ici C de x, est directement proportionnelle à la courbe de survie S de x. Je vais vous montrer ça sur un exemple de façon pour l'illustrer. Donc la population stationnaire, elle est très facile à décrire dès lors qu'on connaît un des paramètres, pratiquement on connaît tout, et elle est évidemment pratique à cause de ses propriétés, en même temps un peu irréaliste. Il est assez rare d'avoir des populations qui sont absolument stationnaires pendant longtemps. Alors au passage, j'en profite pour illustrer ce propos en vous rappelant comment on peut lire une pyramide. Vous connaissez évidemment ça, la pyramide des âges. C'est une convention de représenter la pyramide en deux moitiés, d'un côté les femmes et de l'autre côté les hommes. Et puis vous avez donc l'échelle des âges ici et les effectifs en abscisse, des deux côtés. Alors, si je fais tourner ma pyramide d'un quart de tour à droite, donc je prends ce morceau-là et je le fais tourner d'un quart de tour à droite. Cette fois-ci, j'ai ici l'échelle donc des âges, de 0 à 100 ans. Supposez que la population soit stationnaire depuis longtemps. Si elle est stationnaire depuis longtemps, le nombre de naissances annuelles est constant. Par conséquent, et d'autre part, on a vu que la répartition de la population par âge est proportionnelle directement à la fonction de survie. Donc ma répartition des effectifs par âge ici, en fait, devrait représenter exactement la fonction de survie. Une fonction de survie normale, si je puis dire, elle commencerait comme ça, et effectivement, elle irait vers 0 ici. Mais elle commencerait, elle diminuerait forcément tout le temps. Elle ne peut que diminuer. Il n'y a pas de survivants plus nombreux à 30 ans qu'à 25 ans. Donc le fait que ce ne soit pas le cas ici, c'est parce qu'en effet, la population française n'a pas été stationnaire pendant longtemps,
Elle a connu beaucoup de variations, notamment dans les effectifs du nombre de naissances, mais sur une population donc, qui aurait été stationnaire longtemps, avec ce simple quart de tour, vous lisez la courbe de survie, et là c'est presque le cas vers la fin, on retrouve grosso modo quelque chose qui ressemble à une courbe de survie. Inversement, là j'ai fait faire un quart de tour à gauche, donc j'ai pris l'autre moitié. Ce que vous avez là, c'est maintenant lisé en haut sur l'échelle, c'est l'échelle des années successives. Donc ici c'est 2000, et puis ici on monte en marche arrière. Supposez, ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous soyons dans un cas où la survie jusqu'à 30 ans, 40 ans soit presque égale à 1. À ce moment-là, ce que vous lisez, c'est l'effectif des naissances, ici, dans les 10, 20, 30 dernières années. C'est presque le cas, puisque, encore une fois, en France, depuis quelques dizaines d'années, la mortalité est très faible, jusqu'à 30 ans. Donc là, vous avez un petit peu l'histoire de la natalité de la France dans les 20 ou 30 dernières années. Alors, si on monte plus loin, les choses se compliquent, parce que, évidemment, là, il y a eu beaucoup de perturbations. Si on remonte à la pyramide initiale, notamment ici, on ne la voit plus beaucoup, mais vous avez les classes creuses de la guerre de 14-18 qui arrivaient à l'âge de fécondité, elles-mêmes arrivaient à un âge canonique maintenant, donc on ne le voit plus beaucoup sur la pyramide. Par contre, dans les années, il y a encore 30 ou 40 ans, vous voyez la brèche très nettement marquée par la guerre de 14-18, brèche en termes de décès, et ça c'est les adultes, donc il y a longtemps qu'on ne les voit plus, et surtout un nombre de naissances. Donc ça, la brèche de naissance, vous la suivez à travers toute l'histoire pendant 100 ans. Et puis, on a évidemment ici les effets du baby-boom. On a des naissances très nombreuses dans les années 47 à 67-70, et puis ensuite, donc, l'histoire de la natalité plus récente. Bon, j'insiste pas trop là-dessus. Et je voudrais vous introduire maintenant un autre concept qui est assez important, qui est celui d'inertie. Donc, une population, si à un moment donné, on bloque sa mortalité, sa fécondité, elle va tendre vers un état stable. Bien. Mais ça ne correspond pas à son état initial. Et son état initial, il est ce qu'il est en fonction de toute l'histoire passée. En particulier, si on a connu une période de forte croissance dans le passé, on a une structure par âge assez particulière, et cette structure par âge ne correspond pas forcément à celle de l'état qu'on pourrait atteindre en bloquant la mortalité et la fécondité à leur niveau actuel. Alors, une façon de mesurer un petit peu quel est ce capital de croissance, en quelque sorte, qui est accumulé dans la population, c'est d'essayer de calculer quel serait l'effectif de la population stationnaire qui serait associé à la table de mortalité actuelle. On prend la table de mortalité observée aujourd'hui, et le niveau de fécondité qui équilibrerait exactement cette mortalité pour engendrer une population stationnaire. Donc on part de la population actuelle, on a son espérance de vie, ça on n'y touche pas, on recherche quel serait le niveau de fécondité qui équilibrerait exactement ce niveau de mortalité, et du coup on fait évoluer la population pour voir comment son effectif va évoluer. Alors, il va finir par se stabiliser, puisqu'à la fin, on va finir par avoir une population stationnaire, mais il va y avoir une transition, et pendant cette transition, son effectif va changer. Alors, peut-être continuer à croître si on avait une population très jeune au départ, ou peut-être l'inverse si la population était déjà plutôt âgée, ou si elle a été perturbée d'une façon ou d'une autre. Donc ici, dans le cas d'une population qui aurait été plutôt à potentiel de croissance, on peut démontrer, on va le vérifier tout à l'heure, que le rapport entre la population qu'on aurait en appliquant ces règles de stationnarité et la population initiale est à peu près égal au produit du taux de natalité observé actuellement par l'espérance de vie observée actuellement qu'on ne change pas et le taux de reproduction également correspondant aux conditions actuelles. Donc on a des valeurs qui dépendent donc des conditions initiales et qu'on peut calculer. Donc par exemple, si on prend une population qui a encore une forte natalité, 45 pour 1000, avec un taux de reproduction qui serait à peu près égal à 2, ce qui fait 4 ou 5 enfants par femme, une espérance de vie de l'ordre de 60 ans, on est dans un régime quand même encore relativement traditionnel, donc il faut prendre une espérance de vie adaptée à cela, eh bien on obtient un I égale 1,9, donc presque 2. Ça veut dire que si vous bloquez aujourd'hui la population à son niveau de mortalité, et si vous appliquez
une loi de fécondité qui permettra d'arriver à la stationnarité à terme, eh bien, vous aurez quand même encore un doublement de la population avant d'y arriver, à cause de l'inertie accumulée dans la pyramide. Donc ça, c'est un résultat important et qui permet de dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quelle évolution à une population. Alors, pour vous l'illustrer de façon encore plus précise, et notamment pour les aspects de vieillissement aussi, je vais vous présenter un petit programme de projection. Je vous avais dit, je crois la dernière fois, que ce n'est pas compliqué de faire des projections, n'importe qui peut en faire, donc moi j'en ai fait aussi, en faisant un petit programme qui est purement didactique, qui applique les règles de base de la projection, c'est-à-dire qu'on part d'une population initiale, en l'occurrence je peux partir de n'importe quel pays du monde, ils sont tous rentrés dans la mémoire, et on applique une table de mortalité. Et là, on va faire l'hypothèse soit qu'elle est variable, soit qu'elle est invariable. Et c'est là où il y a une petite spécificité dans ce programme, soit on applique des taux de fécondité, eux-mêmes également constants ou variables, on aura le choix, soit un taux d'accroissement. C'est-à-dire que c'est une autre façon de faire qui est peu utilisée, c'est dans les projections, parce qu'on va voir qu'effectivement, on a de bonnes raisons de ne pas vouloir le faire. Là, on le fait à titre pédagogique. On fixe le taux d'accroissement. Par exemple, on dit je veux arriver à la croissance 0 en telle année. Alors, on va choisir un horizon pour la projection, notamment pour les évolutions. Si on fait évoluer certains paramètres, on va dire l'espérance de vie va aller de temps à valeur actuelle à tel niveau en 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, de même pour la fécondité. Et puis, en pratique, comme il s'agit d'opérer de façon simple, on ne va pas rentrer toute la table de mortalité à chaque fois, ou toute la table de fécondité. Donc, on se contente de rentrer l'espérance de vie pour la mortalité. Une espérance de vie, c'est donc la durée moyenne de la vie correspondant à une table, c'est-à-dire à la série des taux de mortalité par âge. L'analyse démographique, les études démographiques, en lien avec les populations stables en particulier, ont permis de montrer que les profils de mortalité étaient assez semblables dans toutes les populations, quel que soit le niveau, que vous ayez une espérance de vie de 40 ans ou de 60 ans, eh bien, les profils se ressemblent et ça a permis de construire des tables types de mortalité pour lesquelles vous utilisez donc ce que vous connaissez sur la population. Donc au pire, un seul paramètre, comme l'espérance de vie. Si vous avez mieux, vous pouvez essayer de faire mieux. Et vous en déduisez le profil de mortalité associé. En l'occurrence, j'applique là des tables qui avaient été construites par le démographe français Sully Lederman, qui avait l'avantage d'être facilement exprimable sous forme algébrique, et donc très facile d'emploi dans un programme comme ça. Et puis pour la fécondité, eh bien, on rentre l'indice synthétique de fécondité, nombre d'enfants par femme, et là aussi, on le répartit en taux par âge, donc on adopte un profil type de taux de fécondité par âge. Et puis pendant la transition, l'interpolation qui est faite est linéaire, puisqu'il faut trouver les valeurs. Si j'estime que la fécondité, qui est aujourd'hui de 4, va être de 2 dans 50 ans, eh bien, il faut qu'il y ait une transition entre les deux, et la transition est simplement linéaire. C'est assez compliqué d'imaginer d'autres formes de transition. Alors, tous les calculs sont faits de 5 ans en 5 ans, et le programme que je vais donc essayer de mettre en œuvre va vous permettre de voir comment les choses évoluent. Alors, j'espère que je ne vais pas être trahi par la technique. Bon, donc là, au début, il y a un petit problème. Voilà, alors donc je vais faire une première projection à vide, voilà, pour avoir l'écran plein. Ah oui, alors je ne l'ai pas sur mon écran, moi, donc là j'ai un problème de contrôle. On va essayer d'arranger ça. Vous l'avez toujours. Bon, il n'y a pas de moyen. Je vais le commenter ici. Donc ça vous permet déjà de voir à quoi ressemble le programme. Donc ce qui va apparaître, c'est la pyramide, et c'est ça qu'on va voir évoluer au fil du temps. On va la voir se déformer. Vous avez les données initiales ici. Ici, c'est la population mondiale en 1995. Les objectifs sont rappelés là, et puis on suit
dans ces paramètres-là en blanc, l'évolution donc, de la population et de divers paramètres au fil du temps. Ce que vous pouvez suivre, donc, c'est l'année en cours, la population qui est exprimée en millions, le taux d'accroissement de l'année en cours, l'espérance de vie également, et ici, c'est la somme des naissances réduites, c'est la même chose que l'indicateur synthétique de fécondité. À l'époque, on utilisait plutôt l'expression somme des naissances réduites, mais c'est la même chose, donc 3 enfants par femme. Et puis, des éléments sur la structure par âge, les moins de 20 ans, les plus de 65 ans, c'est un indicateur de fécondité qu'on peut oublier. Et puis, on verra à droite des petits graphiques qui représentent des courbes d'évolution. Alors, ça va être un peu plus compliqué à suivre si je ne peux pas l'avoir sur mon écran. Donc, on continue. Non. Bon, alors je suis ressorti. Bon, c'est pas grave, on va rentrer. Excusez-moi. Voilà. J'essaie de vous l'avoir en plein écran tout de suite, ce sera plus lisible. Voilà, alors, je crois que le problème, c'était qu'il fallait que je laisse finir cette évolution-là. Voilà, donc comme ça, vous voyez l'évolution. Comment ça se passe. Donc là, c'est la population mondiale qui évolue gentiment vers une somme de naissances réduite de 2 en 25 ans. Bon. Donc ici s'affiche à droite l'espérance de vie qui a été supposée constante dans cette projection-là, la fécondité et le taux d'accroissement qui diminue puisque on a fait baisser la fécondité. Alors, on peut avoir au passage la pyramide initiale en surimpression. Donc vous avez là de quoi on est parti donc, seulement 50 ans plus tôt, donc la population en 1995, et puis ce à quoi on arrive. Donc là, on a vraiment une pyramide. Là, ça ne ressemble plus beaucoup à une pyramide. En fait, on va de plus en plus vers des populations cylindriques, puisqu'on a fixé la fécondité à peu près au niveau de renouvellement des générations. Donc on va avoir une population qui va être quasiment stationnaire. Le taux d'accroissement ici est tombé à presque 0%, et avec une survie qui est presque 100% pendant longtemps, pendant un grand nombre d'années d'âge. Et donc, du coup, une pyramide qui n'y ressemble plus beaucoup à une pyramide. Alors, on va maintenant passer aux exercices. Donc, je vais passer au cas du Mexique. Donc, ça, c'est le programme qui se déroule normalement pour voir qu'est-ce qu'on veut faire, quel pays on veut choisir d'abord. Donc là, je vais aller dans une liste particulière pour prendre le cas du Mexique en 1960. Je l'avais évoqué aussi dans la leçon inaugurale. Voilà la situation initiale. Donc la population mexicaine en 1960, c'était 37 millions d'habitants, un taux d'accroissement de 3,2%, une fécondité de 6,7% et une espérance de vie qui était quand même, elle, pas négligeable, presque 60 ans, 59 ans. Donc on choisit les objectifs et on va commencer par cet objectif qui visait à avoir une croissance nulle en l'an 2000. Donc, vu la vitesse de croissance de cette population, ça a inquiété un certain nombre d'observateurs et ils ont dit il faut freiner ça, il faut absolument se fixer un objectif politique important. Mettons, en l'an 2000, c'est dans 40 ans. Dans 40 ans, croissance zéro pour tous les pays qui actuellement ont une croissance trop élevée. Alors, je vais prendre un horizon plus long pour qu'on ait le temps de voir ce qui se passe. Donc là, on va supposer que la fécondité, que l'espérance de vie, plutôt là on est sur d'abord la mortalité, oui, on va la faire évoluer quand même, parce qu'il n'y a pas de raison que les Mexicains ne bénéficient pas quand même aussi des progrès de l'espérance de vie. Donc je l'emmène à 76 ans, on part de 59, je l'emmène à 76 ans en 25 ans. Voilà. Alors, je vais prendre ici, j'ai le choix entre fixer la fécondité ou fixer le taux d'accroissement. Donc, je fixe le taux d'accroissement et je me donne comme objectif, donc 0, taux d'accroissement 0, en 40 ans, puisque nous partons en 60 et nous voulons qu'en l'an 2000, la population mexicaine cesse de croître. Voilà. Après, on a le choix d'avoir une répartition de la population de la pyramide
ce qu'on appelle en proportionnel, ce qui est le cas normalement une pyramide des âges, c'est une distribution, une répartition par âge qui est donc proportionnelle. Mais on peut s'amuser parfois, c'est intéressant, à la faire en valeur réelle, c'est-à-dire que si la population augmente, on voit la pyramide augmenter, et si au contraire elle diminue, la pyramide se rétrécira. Voilà, alors, si tout va bien, on a quelque chose. Donc voilà la population mexicaine en 1960. Et donc là, on a une belle pyramide, parce qu'effectivement, on a une fécondité forte depuis pas mal de temps, et donc des classes d'âge de plus en plus nombreuses dans le bas de la pyramide. Donc un taux d'accroissement de 3,2% et une population de 37 millions d'habitants. Au passage, les plus de 65 ans, vous voyez que c'est 3%, et les moins de 20 ans, 55%, dans une population de ce type-là, qui n'a rien d'exceptionnel. Donc on va continuer la projection, et je vais essayer de l'arrêter quand je serai à l'an 2000. Voilà. Donc je l'ai arrêté temporairement à l'an 2000. Avec cette hypothèse, voilà la forme de la pyramide des âges du Mexique en l'an 2000. Eh bien, il a fallu donner un coup de frein formidable sur la natalité. Ici, ben voilà, nous sommes dans une année où la fécondité est tombée à 0,6. On est parti de 6,7, si ma mémoire est bonne. Nous voici tombés à 10%, pratiquement en une génération, en 40 ans. Donc il faut quand même des changements de comportement assez brutaux dans la population. Et effectivement, voilà, on est arrivé à un taux d'accroissement de 0%. La population des jeunes, évidemment, a chuté. Il n'y a plus que 20% de moins de 20 ans. Et on commence à avoir un vieillissement important. Mais alors si on continue, vous allez voir qu'il se passe des choses intéressantes. Et notamment si vous suivez la fécondité. Alors la voilà qui remonte. On est à 2, à 3, presque 4, plus de 4. Et on redescend. Et on va repasser en dessous de 2. 1,4, 1,2, 1,1. Voilà. Et ça remonte. Bon. Donc, pas où on en est, 2130, ben j'ai mis 200 ans, donc ça ne va pas tarder à s'arrêter. Voilà. Nous voici en 2160. Alors, on est bien imperturbablement à 0% d'accroissement. Alors, la population avait eu le temps d'augmenter. Non, elle est restée constante à 66 millions d'habitants, bien sûr. Mais alors, surtout, on a régularisé un peu la pyramide des âges, mais vous voyez un peu la fécondité, les évolutions qu'elle a eues. On a vu donc qu'elle tombait à moins de 1 et puis qu'elle rebondissait à plus de 4. Ça montre clairement qu'on a mis le doigt dans l'engrenage démographique au mauvais endroit. Et en voulant bloquer absolument la natalité, c'est-à-dire le nombre de naissances, comme ce nombre de naissances, ça résulte de la fécondité, certes, mais du nombre de femmes présentes dans la population, comme ce nombre de femmes lui-même va subir des changements très considérables, on l'a vu dans l'évolution de la pyramide des âges, il va falloir qu'elles s'ajustent génération après génération. Donc les unes, on va leur dire « faites 4 enfants », et les suivantes, on va leur dire « halte là, 0,6 c'est bien assez », et puis ainsi de suite. Alors, on pourrait montrer aussi que les fluctuations dans la population d'âge scolaire, etc., sont énormes et ingérables, pratiquement. Voilà, donc ceci pour montrer qu'une hypothèse de projection de ce genre-là est en pratique tout à fait irréaliste. Alors, l'avantage, évidemment, c'est qu'on a stabilisé la population du Mexique à 66 millions. On va voir qu'on ne va pas faire aussi bien avec une autre hypothèse. Donc, on va... oui, alors je peux vous remettre la pyramide initiale, à titre d'illustration, ici. Vous voyez donc de combien la population des jeunes a été réduite ici, et de combien la population âgée a fortement augmenté. Alors, on va refaire une autre projection. Donc, on revient au menu du choix des pays. Et je reprends le même cas. Et cette fois-ci, on va faire une autre évolution. Donc, je remets, je ne sais plus ce que j'avais mis, 200 ans, je crois. Je remets 200 ans. Je remets ma mortalité variable à 76 ans en, je ne sais plus combien de temps, 25 ans. Et alors, cette fois-ci, je vais choisir fécondité constante. Donc, je vais prendre une hypothèse plus réaliste. Je vais dire, OK, il faut stabiliser la population. Il faut convaincre les Mexicaines de faire moins d'enfants. Mais je me donne 40 ans pour les convaincre d'arriver effectivement à 2,1.
c'est déjà pas mal, hein. On est parti de 6,7. Donc en 40 ans, j'espère progressivement avoir réussi à convaincre la population mexicaine de passer à 2,1 enfants. Donc on repart évidemment de la même chose et on va voir l'évolution. Voilà, on s'arrête à 2000. Alors cette fois-ci, évidemment, la pyramide, ce coup-ci, évolue beaucoup plus calmement. Elle va finir par se rétrécir à la base, parce qu'il faut quand même réduire le nombre de naissances. On est bien arrivé donc à 2,1 au bout de 40 ans, comme prévu. On a encore pas mal de jeunes, mais moins qu'avant, 40%. La population âgée n'a pas encore beaucoup augmenté. Mais alors, on est passé quand même à 100 millions d'habitants. En 2000, évidemment, au lieu d'avoir 66 millions d'habitants et puis ensuite constant, là, il faut accepter qu'il y en ait 100. Le freinage a été plus progressif. Alors, si on continue, on va voir que l'histoire n'est pas complètement finie, et notamment la population continue d'augmenter. Il y avait une inertie accumulée qui était effectivement assez importante. Alors voilà, là maintenant, ça y est, on a une population quasiment stationnaire. Vous voyez, le taux d'accroissement oscille autour de 0. On a stabilisé la population à peu près à 147 millions. Donc voilà, ça c'est le prix à payer. Dans le premier cas, on prétendait la bloquer à 66-67 millions. Dans le second, malheureusement, on va forcément jusqu'à 147 millions, avec une transition qui à la fois est réaliste parce qu'on ne suppose pas de faire changer les femmes d'avis génération après génération, mais en même temps est quand même assez rapide, puisque je l'ai faite en 40 ans. Passer de 6 à 2. C'est quand même assez rapide. On peut utiliser le même programme, je ne vais pas le faire tourner là, pour calculer l'inertie de la population. Si vous prenez, si vous maintenez la mortalité constante au niveau où elle est, on peut calculer que ce qui équilibre ce niveau de mortalité, c'est 2,5 enfants. Si la mortalité ne bouge plus, c'est 2,5 enfants par femme. Donc si vous faites tourner le programme avec ces valeurs-là, vous apercevez que le rapport entre la population donc stationnaire associée à ces valeurs-là, donc à la table de mortalité du moment et au niveau de fécondité qui l'équilibre, et la population initiale qui était de 37 millions, ce rapport est de 1,54 dans la projection qui est là. Et la formule que je vous ai montrée tout à l'heure de Nassan-Kefitz donne 1,61. Donc on est vraiment extrêmement proche. Donc il y a 50-60% de potentiel d'accroissement incorporé dans la structure par âge de la population mexicaine initialement. Donc il ne faut pas s'étonner de voir que normalement, elle va forcément augmenter, et même dans l'hypothèse où on bloquerait l'accroissement à une valeur très faible. Alors, je reviens à la projection. Voilà. Alors, on n'est pas dans le... Bon. Deuxième aspect que je voulais aborder, c'est celui du vieillissement. Alors, qu'est-ce que c'est que le vieillissement d'une population ? On dit qu'une population vieillit si la part des personnes d'un âge supérieur à quelque chose augmente. Donc, on prend 60 ans, 65 ans en général. Alors, certains contestent le principe de la démarche parce qu'ils disent que ça ressemble trop, puis le mot ressemble trop à l'aspect d'un vieillissement individuel biologique. Nous vieillissons, par analogie, en quelque sorte, on dit que la population vieillit parce qu'il y a plus de personnes de 60 ans. Or, nous savons bien que le vieillissement aujourd'hui individuel se ralentit, dans le sens qu'une personne de 60 ans aujourd'hui est probablement en aussi bonne santé qu'une personne de 50 il y a quelques dizaines d'années, et de même à 70-80 ans. Donc, de ce point de vue-là, disons, il ne faudrait pas considérer que la population des plus de 60 ans a le même sens que la population des plus de 60 ans il y a une cinquantaine d'années. Alors, ce qui est vrai du point de vue des comportements, du point de vue de la santé et de l'espérance de vie, mais néanmoins, dans notre système économique, il y a toujours quelque chose qui tourne autour de 60-65 ans, c'est l'âge de la retraite. Et cet âge de la retraite, il a pour conséquence le problème de l'équilibre financier entre les régimes de retraite et les cotisants.
les cotisations qui sont prélevées donc, sur la population d'âge actif. Or, en France, nous n'avons pas eu jusqu'ici une forte tendance à l'allongement de la durée de vie active, mais c'était exactement le contraire. L'âge de sortie de vie active en moyenne en France est passé à 59 ans. Donc ce n'est même pas 65 ans, c'est même pas 60. On est encore un peu en dessous. Et donc, du point de vue des problèmes de charge de retraite, je crois que les démographes sont tout à fait fondés à continuer à utiliser ce type de répartition. Alors, le point important, c'est que, historiquement, et ça n'est pas intuitif, c'est la baisse de la fécondité qui a induit le vieillissement de la population. Ce n'est pas intuitif, ce n'est pas facile de s'en convaincre. Voilà, on pourrait écrire des équations, mais plutôt que d'écrire des équations, je vais essayer de revenir à mon programme pour vous montrer, pour vous l'illustrer de façon très directe. Alors, on repart là. Bon, je vais quand même rester là pour ne pas perdre de temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette fois-ci, dans la série qui est offerte, dans le menu qui est offert, une population particulière qui est la France en 1740. J'ai rentré les données de la France en 1740, donc la France de l'Ancien Régime, avant la transition démographique. Alors, les conditions initiales, il y avait 26 millions d'habitants dans la France à l'époque, un faible taux d'accroissement de l'ordre de 0,1% en moyenne, ça fluctuait, mais c'était autour, légèrement positif, disons, un nombre d'enfants par femme qui était de 5,1 et une espérance de vie qui était de même pas 25 ans. On va essayer de voir ce qui se passerait si la mortalité était restée constante et si la fécondité, donc, seule, avait évolué. Donc on va se placer, on va prendre aussi un horizon où on va se mettre à 100 ans, ça suffira. Donc je maintiens la mortalité constante et je suppose que la fécondité va vers 2,1 en une centaine d'années. Transition quand même un peu progressive. Voilà, alors là vous allez avoir la population donc, de la France en 1740. Donc une pyramide, ce n'est pas le Mexique. Hein. On n'a pas eu une phase de croissance très forte dans les années antérieures, mais c'est une population traditionnelle donc, qui effectivement là évoque bien une forme pyramidale. Donc on a vu les paramètres, population de moins de 20 ans 41% et les personnes âgées 5%, c'est un chiffre qu'on va souvent retrouver. Donc on va lancer les choses et voir ce qui se passe. Donc je vous rappelle que dans cette projection, la mortalité ne change pas et seule la fécondité évolue. Donc j'ai mis 100 ans, donc ça ne va pas tarder à s'arrêter. Voilà. Donc on a atteint effectivement une fécondité de 2,1, on a fait baisser la fécondité et la population, alors les moins de 20 ans sont maintenant seulement 21% et les plus de 65 ans 13% au lieu des 5% qu'on avait tout à l'heure. Donc, en ne touchant pas à la mortalité, en bougeant seulement la fécondité, eh bien, on a un vieillissement sur place. Alors, évidemment, il y a un petit détail là, il n'y a plus que 8 millions de Français. Et oui, parce qu'on a maintenu une espérance de vie elle n'apparaît plus, mais elle était de 24 ans, voilà. Forcément, avec une fécondité qui, elle, est à 2,1, ce n'est pas assez, pour le coup. Donc, la population décline. D'ailleurs, le taux d'accroissement ici est à moins 2,4% par an. Donc, si vous voulez continuer un petit peu, on va voir ce qui va se passer, mais il ne va plus rester beaucoup de Français 100 ans plus tard. Hein. Voilà, bon. Alors, maintenant, on va faire l'hypothèse alternative, c'est-à-dire celle où la fécondité va rester constante, mais où l'espérance de vie, elle, va augmenter. Voilà, il n'y a plus que 500 000 Français, là, désolé. Bon, alors on va quitter ce tableau apocalyptique pour passer à une autre hypothèse. Voilà, alors je remets 100 ans.
Donc j'ai dit que cette fois-ci, je maintiens constante la fécondité. Alors là, je suis sur la mortalité, donc la mortalité va être variable, et je lui mets 70 ans en 100 ans. Pollution raisonnable aussi. On a pris 100 ans tout à l'heure aussi. Hein. Et puis donc la fécondité, alors là, pour faire la fécondité constante, eh bien, je dis qu'il faut qu'elle soit égale à 5,13. Comme ça veut dire qu'elle ne bouge plus en 5 ans, si on veut, ça a une importance. Voilà. Donc nous retrouvons notre pyramide initiale, jusque-là, il n'y a pas de changement. Et on lance la projection. Et vous voyez que cette fois-ci, non seulement elle ne vieillit pas, mais elle rajeunit un petit peu. Population ici des moins de 20 ans, elle monte. Et celle des personnes âgées, elle ne bouge pas. Voilà, donc avec une hypothèse de maintien de la mortalité et de maintien de la fécondité et de passage de l'espérance de vie à 70 ans, donc on est parti de 25, on passe à 70, ça fait un saut important, et bien malgré ça, on a plutôt un rajeunissement de la population. Et on termine à plus de 50%, donc de moins de 20 ans, et avec quand même maintenant, cette fois-ci, 128 millions de Français. Donc si vous voulez avoir une vision un peu optimiste, on va continuer. Et vous allez voir que là, ça va augmenter rapidement, évidemment, puisqu'on a un taux d'accroissement de l'ordre de 3%, compte tenu des niveaux de mortalité et de fécondité qu'on a mis. Donc, voilà, alors on peut aller aussi loin qu'on veut, mais on a passé le milliard déjà. Et voilà, donc, au passage, c'est pour vous dire que ce n'est pas compliqué de faire des projections à long terme. Hein. Vous voyez, je remets quelques années, et puis hop, et puis on fait exploser une population ou on la fait disparaître aussi facilement. Voilà. Donc, sur le vieillissement, vous avez là la première chose à savoir, c'est que historiquement, c'est donc la baisse de la fécondité qui a été responsable du vieillissement. Alors, cela étant, quand l'espérance de vie commence à augmenter au-delà de 60 ans, à ce moment-là, effectivement, on a aussi un vieillissement qu'on appelle par le haut. C'est un phénomène nouveau, puisque ça s'est produit seulement dans les pays les plus avancés depuis une cinquantaine d'années. Auparavant, l'espérance de vie au-delà de 60 ans évoluait très peu. Je crois que j'aurai quelques chiffres tout à l'heure pour vous le montrer. Et quand on regarde l'évolution, par exemple, de la population française dans les 30 années dernières ou dans les 30 prochaines, il y a un troisième facteur qui joue, évidemment, ce sont les irrégularités de la pyramide des âges. Si vous avez eu un événement comme la guerre de 14, eh bien, au moment où les générations déficitaires de la guerre de 14 sont arrivées à l'âge de prendre leur retraite, ça fait du bonus pour les régimes de retraite, puisqu'elles étaient très peu nombreuses. Inversement, quand les générations du baby-boom vont arriver à l'âge de la retraite, ça va faire mal au régime de retraite, puisqu'elles seront beaucoup plus nombreuses. Donc ça, c'est aussi une source de fluctuation. Donc pour le passé, on peut dire que tant que la fécondité et la mortalité restaient au niveau traditionnel, on était dans des populations quasi stationnaires, donc la structure par âge, ou même stable, la structure par âge ne changeait pas, et vous avez vu sur les projections, on était souvent autour de 4-5% de 65 ans et plus, dans le cas du Mexique comme dans le cas de la France. La baisse de la fécondité donc, a fait vieillir les populations, et là, la France a eu tenu une place très particulière, puisque c'est le premier pays au monde qui a commencé à voir sa fécondité baisser, et donc sa population vieillir. Donc pendant longtemps, la France avait le ruban bleu de la proportion de personnes âgées. Elle n'est plus vraie aujourd'hui, elle a été rattrapée par la plupart des pays industrialisés, donc on est dans la moyenne du peloton. Donc il y avait encore moins de 6% de personnes âgées en 1800, mais on était à 8% en 1900 et à 11% en 1950. Alors ce n'est pas encore des chiffres énormes, mais c'était tout à fait inhabituel pour l'ensemble des populations du monde. Et puis donc depuis 1950, eh bien, la baisse de la mortalité au-delà de 60 ans accentue encore le vieillissement et ça va faire passer la population, ça va contribuer à faire passer la population âgée à 16% donc en 2000. Alors pour l'avenir,
pour l'avenir, eh bien, le vieillissement, donc, il est tout à fait inéluctable. Là aussi, de même que ce n'est pas la peine d'essayer de bloquer la population d'un pays qui a eu un passé de forte croissance très vite, on n'y arrive pas. De même, ce n'est pas la peine d'espérer bloquer le vieillissement, parce que ça résulte de cette évolution passée sur laquelle on ne peut rien, et que, en fait, nous ne sommes pas encore aujourd'hui dans les conditions de la population stable associée aux données de mortalité et de fécondité d'aujourd'hui. Par exemple, en France, si la mortalité ne changeait plus et la fécondité non plus, valeur de 2000, 2007, 2008, eh bien, la part des 65 ans et plus passerait de 16% aujourd'hui à 23% en 2050. Donc, vous voyez, ça, c'est simplement le passé qu'il faut solder, en quelque sorte. Nous ne sommes pas encore dans l'état structurel correspondant à nos données de mortalité et de fécondité d'aujourd'hui. Alors, la mortalité, on ne pense pas qu'elle va baisser, on pense plutôt qu'elle va augmenter. Elle va augmenter essentiellement par la baisse des taux de mortalité aux âges élevés. Donc, ça va contribuer aussi au vieillissement par le haut. Et quant à la fécondité, là, on ne sait pas quelle sera l'histoire, mais donc, si on fait l'hypothèse qu'on reste au niveau actuel, qui est à peu près de 2 enfants par femme, donc c'est une hypothèse pratique, confortable, si je puis dire. Donc, dans ces cas-là, eh bien, on a encore à subir une augmentation de la proportion des personnes âgées. Alors, le 23% de 2050, en fait, ne résulterait pas que de cet effet structurel de long terme, mais il résulte aussi des irrégularités de la pyramide, comme je viens de le dire. Et donc, quand on aura passé ces irrégularités, supposé qu'il n'en apparaisse pas de nouvelles, eh bien, on reviendra à 21%. Mais quand même, on passera donc de 16 à 21% dans le long terme. Voilà. Ce tableau-là vous montre quelle a été l'évolution de la mortalité et quelle sera au-delà de 60 ans. Donc, en 1750, on a vu tout à l'heure l'espérance de vie à la naissance était à peu près de 25 ans. Vous aviez 17% des femmes qui survivaient à 60 ans. Et à ce moment-là, elles avaient une espérance de vie de 10 ans. Et 1% survivaient à 85 ans et n'avaient pas beaucoup à vivre. Je saute en 1950, au moment où s'est placé le tournant. Donc l'espérance de vie était passée à 70 ans. 81% survivaient à 60 ans, avec devant elle une espérance de vie de 18 ans. Donc si on était survivant à 70 ans, à 60 ans, on avait l'espérance de vivre jusqu'à 78 ans. Donc au-delà de la durée moyenne de vie, parce qu'on a déjà passé un cap, on est arrivé à 60 ans. Donc on avait devant soi plus que les gens à la naissance. 19% arrivaient maintenant au lieu de 1 à 85 ans, avec maintenant une espérance de vie qui n'était plus négligeable de 4 à 5 ans. Aujourd'hui, 94% arrivent et même un peu plus, dans 60 ans, oui, 94%, avec une espérance de vie de 26 ans, donc 86 ans d'âge moyen au décès pour ceux qui sont arrivés à 60 ans. Plus de la moitié arrive à 85 ans, avec encore 6 ans et demi à vivre. Et on projette en 2050 une espérance de vie de 90 ans, avec presque tout le monde encore en vie à 60 ans, pour plus de 30 ans, et 82%, vous voyez, je vous rends optimiste, 82% à 85 ans encore, 82% arrivant à 85 ans, avec encore 9 ans d'espérance de vie. Bon, ça, c'est les projections qui sont, je vous dis, on s'est plutôt trompé dans le mauvais sens, si je puis dire, dans le passé, c'est-à-dire qu'on a généralement sous-estimé l'évolution de la mortalité. Alors, on en tient compte un peu maintenant, donc on sera peut-être plus près de la réalité, mais c'est pour dire qu'on peut faire mieux, encore, en termes de baisse de mortalité. Voilà. Donc, cette baisse de mortalité, eh bien, elle va encore aggraver la situation, et elle pourrait donc porter à 29%, contribuer à porter à 29% la proportion de personnes âgées en 2050. Et finalement, on peut essayer de décomposer les rôles de ces 3 facteurs en 2050. On aura donc 13 points d'augmentation, de 16 à 29%. 5 qui résultent à l'évolution passée, principalement donc de la baisse de la fécondité qu'on n'a toujours pas fini d'écluser. 2 points un peu spécifiques qui sont dus aux effets du baby-boom, qu'on digérera plus tard. Et puis 6 points, maintenant, dus à la baisse de la mortalité après 60 ans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, il y aura pendant encore un certain temps 2 grands facteurs de vieillissement, la baisse de la fécondité dans le passé et, fait nouveau, la baisse de la mortalité parce qu'elle se situe après 60 ans.
Et il ne faut pas compter s'en sortir avec une fécondité qui serait un peu plus élevée. Si on regarde dans les projections des Nations Unies, par exemple, dans les projections qu'ils ont faites, ils arrivent, eux, à 27% en 2050. Ce n'est pas tout à fait les mêmes projections. Mais on peut regarder leur hypothèse de fécondité plus forte, donc où on aurait non pas 1,85, c'est ce qu'ils avaient pris à l'époque comme projection, mais on aurait donc 2,35, donc une remontée significative. On serait content, tout le monde serait content si on avait 2,35 enfants par femme en France. Eh bien, on s'arrêterait à 24% au lieu de s'arrêter à 27% dans le vieillissement. Donc vous voyez, ça freinera un petit peu, mais quand même pas beaucoup. Il ne faut pas compter qu'une fécondité plus forte, alors à moins de passer à 8 enfants, mais une fécondité raisonnablement plus forte ne résoudra rien par rapport au vieillissement qui est là et qui va s'installer. Alors, le dernier point en 1 minute ou 2, c'est les migrations peuvent-elles freiner le vieillissement? C'est une question qui a été posée récemment. La réponse est non. Si on voulait empêcher la population actuelle, par le recours à l'immigration, d'atteindre la structure par âge qui résulte des niveaux de fécondité ou de mortalité projetés, actuels ou projetés, eh bien, on n'y arrivera pas sans une masse considérable d'immigrants. Pourquoi? Parce qu'on a en fait une situation, on l'a vu, qui aujourd'hui ne correspond pas à un état stable. En plus, comme dans les projections des Nations Unies, ce qu'elles voulaient regarder, c'était le rapport entre qu'elles ont fait là, sur le vieillissement, c'est le rapport entre l'effectif des personnes âgées, donc pour lesquelles il faut payer des retraites, et celle des personnes d'âge actif. Dans les personnes d'âge actif, on a notre baby-boom qui compte. Du coup, bloquer le système, c'est-à-dire bloquer ce rapport, c'est comme si on disait qu'il faut que le baby-boom continue indéfiniment. Bon, ben non, le baby-boom ne pourra pas continuer indéfiniment. Et alors, à défaut de baby-boom, on met des immigrés, si je puis dire. Bon. Et puis, on met aussi des immigrés pour compenser le vieillissement résultant de la tendance vers une population stable, vers un équilibre que nous n'avons pas encore atteint. Donc là aussi, il faut maintenir un déséquilibre de façon permanente. Bon, ben allons-y. 800 000 immigrés dès maintenant, cette année, 2 millions en 2020, 3 millions en 2050, au total, une centaine de millions pendant les 50 prochaines années. Et ça n'est rien à côté d'un autre exemple qu'ont pris les Nations Unies, qui était le cas de la Corée du Sud. La Corée du Sud, alors elle a une pyramide, elle a une fécondité faible aujourd'hui, mais elle a une pyramide encore portant le poids du passé et une croissance rapide dans le passé. Donc essayer de la maintenir artificiellement avec une structure par âge d'aujourd'hui, c'est totalement irréaliste, et il faudrait 5 milliards d'immigrés. Bon, là aussi, ce n'est pas difficile de faire tourner les ordinateurs, hein. Ils sont là pour ça, et ils vont jusqu'en 2300 dans ce cas-là. Mais en l'occurrence, en 2050, il faudrait déjà 5 milliards d'immigrés en Corée du Sud. Voilà, donc je pense que ceci, c'est pour montrer à la fois, bon, qu'il ne faut pas compter qu'on va résoudre le vieillissement par le problème de l'immigration, ça c'est sûr, mais que ce n'était pas la peine trop de se poser la question. Si on part d'une situation qui n'est pas en équilibre, ça revient au premier exemple que j'ai pris, il ne faut pas espérer tricher en quelque sorte pour rétablir instantanément l'équilibre ou pour maintenir le déséquilibre dans la durée. Et en l'espèce, je crois qu'on pouvait dire très vite et très simplement qu'en effet, le vieillissement des populations est inéluctable et qu'il faudra donc s'y adapter, ça c'est sûr, plutôt que d'espérer le combattre. Voilà, je vais m'arrêter sur ces propos. Et alors, la semaine prochaine, oui, si je voulais vous dire une dernière chose quand même, si vous voulez aller plus loin sur ce genre de problème, zut, j'ai passé la dernière diapo que je voulais vous montrer. Donc, on va essayer d'y arriver quand même. Bon, alors je vais revenir dans le truc. Je voulais vous donner quelques références, si vous voulez éventuellement aller plus loin. Ah, voilà. Donc, il y a un manuel que nous avons commis avec Laurent Toulmont qui traite de ces questions de dynamique des populations. Bon, il y a des équations, mais il y a aussi des choses compréhensibles dedans. Voilà. Alors, les grands noms, évidemment, si vous voulez approfondir, l'autre cas, j'en ai parlé. Alors ça, c'est quasiment introuvable, je pense, à la théorie analytique des associations biologiques, sauf dans une bibliothèque.
Le grand nom des démographies mathématiques, c'est Nathan Kefitz, un Canadien, qui a publié des ouvrages, alors eux, qu'on peut trouver, qui sont vraiment les références. J'ai mis Applied Mathematical Demography, on pourra en mettre d'autres. C'est vraiment le grand nom de la démographie. Et puis également Huxley Cole à Princeton. Alors, si vous voulez vous amuser à faire des projections du genre de celles que je vous ai montrées, il existe sur le site de l'INED un simulateur de population assez simple à manipuler qui vous permet de faire joujou. Donc, je voulais vous dire que la semaine prochaine, il y aura un séminaire, donc à 11h, avec donc Ron Lestag, donc, qui est un démographe belge, de l'Université libre de Bruxelles, qui viendra parler de la seconde transition démographique. Il est l'un des pères de la notion de seconde transition démographique. Je crois que normalement il doit faire sa présentation en anglais. Il est flamingant d'origine, il parle le français, mais il m'a dit qu'il préférait quand même s'exprimer en anglais parce que scientifiquement il s'est toujours exprimé en anglais. Bon, on va voir à moins qu'il change d'avis, sinon la présentation sera faite en anglais. Ce sera la même chose le 6 mai pour Wolfgang Lutz, c'est sûr, lui ne parle pas le français, donc on prendra la présentation en anglais. Sinon, les autres intervenants seront en français pendant ces séminaires. Donc on se retrouve le 8 avril. Merci.